Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Kol Aviv et vous êtes bien calés sur le 101 FM, la fréquence juive de Toulouse et vous êtes dans votre magazine Israël le Mag. À la technique ce matin, c'est Joël qui est dans son aquarium sans tuba comme d'habitude. Bonjour Joël. Bonjour. Voilà, qui va nous accompagner tout au long de cette matinée, même au-delà d'Israël le Mag, puisqu'il y aura certainement l'émission de notre ami Salomon Atia, dans l'œil de l'actu. Et puis à mes côtés, mon ami Chaim Musican. Bonjour Chaim. Bonjour Serge, bonjour Joël et bonjour à tous les auditeurs de Kol Aviv. Et je rappelle qu'on peut également nous voir en direct sur YouTube, sur la chaîne Kol Aviv. Alors, Chaim, peut-être on va donner le programme de ce matin. Eh bien, écoutez, et faire surtout le point de la situation en Israël avant de commencer notre émission. Absolument. Alors, Serge, écoutez, aujourd'hui, c'est un triste anniversaire. Nous sommes le 7 janvier et tous nos auditeurs savent que le 7 octobre, il y a eu ce pogrom lancé par le Hamas. Donc, on est au 3e mois de la guerre et j'ai envie de vous dire que malheureusement, vous le savez, il y a plus de 300 000 soldats qui combattent. Que hier, on a appris la mort du commandant Yosef Mordechai de Tel Aviv qui a été tué, ce qui porte à 176 le nombre de soldats tombés. Ce matin, on a appris qu'une sergente de la police des frontières, elle s'appelait Shai Girmay, de 19 ans, a été tuée à Jenin. Et puis, il y a eu un attentat en Judée-Samarie également ce matin, où un Israélien a également été tué. Alors, on ne sait pas précisément combien, depuis 3 mois, il y a de morts. On avait annoncé tout d'abord 1400, puis 1200. Il y a 12 615 blessés. Et bien sûr, 136 otages, dont le plus jeune, Kfir Bibas, à 1 an. Et donc, pour cette émission, qui est bien sûr une émission spéciale consacrée à Israël en guerre, nous avons 3 invités. Nous allons faire le point effectivement sur la situation avec Daniel Saada, qu'on connaît bien en France, puisqu'il a été ambassadeur d'Israël ici par intérim. Nous recevrons ensuite Dror Even Sapir, analyste politique à I24 News, qui fera une analyse de ce qu'on peut appeler un petit peu la situation interne. Et puis, vous le savez, la guerre, ce ne sont pas que des statistiques, ce sont des visages, ce sont des noms. Et nous recevrons Carole Shisha-Waknin. Carole Shisha-Waknin, qui a eu la douleur de perdre son gendre à Gaza et qui viendra nous apporter son témoignage. Merci Chaim. Nous allons reprendre notre premier invité, Daniel Saada, ancien ambassadeur d'Israël en France par intérim. Daniel Saada, bonjour. Bonjour aux éditeurs et aux auditrices de Toulouse, de Kol Aviv. Daniel Saada, une première question peut-être simple, mais qui a des ramifications importantes. C'est le porte-parole de Tsahal nous confie que dans le nord, dans le nord de Gaza, la situation est sous contrôle, quasiment. Et puis une image très forte, celle du chef d'état-major et du patron du Shin Bet dans un tunnel à Khan Younes dans le sud. On a l'impression que cette image montre bien la capacité d'Israël d'avoir vraiment résolu une grande partie du problème du Hamas. Mais à quand la capture ou l'élimination de Sinbar et de Mohamed Def, et surtout de retrouver les otages? Telle est la question, c'est la question que se posent tous les Israéliens. Vous imaginez bien que je n'ai pas de réponse à la question. Quand cela va arriver, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis 3 mois, nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à cet objectif. Alors, je sais que c'est une réponse qui peut-être pourrait sembler trop diplomatique, mais je peux vous assurer qu'elle a énormément de signification. Cette guerre que nous menons à Gaza est sans précédent
pour nous-mêmes. Nous apprenons chaque jour. Le porte-parole de Tsahal, lorsqu'il a fait le point hier sur ces 3 mois de guerre, l'a dit et l'a avoué lui-même. Nous apprenons, nous livrons un combat dans lequel chaque jour, nous tirons les leçons de ce que nous avons mené pour pouvoir améliorer ce que nous faisons le lendemain. Et le lendemain, nous faisons la même chose pour améliorer ce que nous faisons le troisième jour et ainsi de suite. Parce que ce combat que nous menons est sans précédent, c'est un combat très particulier. Nous luttons contre une organisation terroriste installée dans une des zones de densité de population la plus importante, avec toutes les composantes que nous connaissons, l'utilisation de la population civile en bouclier humain. Ce n'est pas une simple formule, c'est une réalité. Nous l'avons vu systématiquement. Nous avons vu les combattants, les terroristes du Hamas qui tirent sur leur propre population, qui éliminent, qui abattent leur propre population lorsqu'ils essayent de quitter les bastions de boucliers humains qu'ils ont installés autour de leurs infrastructures terroristes. Nous l'avons vu, la presse internationale l'a vu. Nous travaillons dans la transparence la plus totale. Il n'y a aucune opération secrète. Tout est visible. Tout celui qui s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza voit exactement ce que nous essayons de faire, ce que nous avons déjà réussi à faire, notamment dans le nord de la bande de Gaza, vous l'avez évoqué, et ce qui reste à faire dans le sud avec cette zone quasiment tentaculaire de souterrains installés au-dessous de Khan Younes et qui sera sans doute l'un des combats les plus difficiles que nous allons devoir continuer de mener. Alors il y a aussi Rafah qui est en situation très particulière avec le couloir de Philadelphie et cette question qui se pose avec par rapport à la relation avec l'Égypte quant à arriver à cette gestion qui est la gestion des tunnels justement et du passage entre les tunnels entre Gaza et l'Égypte. Comme je le disais, nous tirons les leçons. Nous tirons les leçons opérationnelles sur le combat quotidien, heure par heure, mais nous tirons aussi une leçon politique et géopolitique de ce qui s'est passé le 7 octobre et de ce qui se passe depuis le 7 octobre. Et nous savons une chose, c'est que nous ne pourrons pas revenir à la situation dans laquelle nous étions la veille du 7 octobre. C'est peut-être la leçon principale de cette guerre que nous menons depuis 3 mois. Dans les opérations précédentes que nous avons menées contre le Hamas, que ce soit l'opération Plomb Durci en 2008, que ce soit l'opération Rempart, que ce soit l'opération Gardien des remparts, etc. Toutes ces opérations ponctuelles que nous avons menées au cours des 20 dernières années, des 18 dernières années, nous avons porté des coups à l'infrastructure du Hamas après avoir été agressés, après avoir été bombardés, mais nous n'avons pas démantelé le Hamas. Là, l'objectif est de démanteler l'infrastructure terroriste du Hamas. Et cet objectif sera atteint, vous pouvez en être absolument assuré. Nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre de terminer cette guerre sans avoir atteint cet objectif, parce il en va de la survie de notre pays, il en va de la survie d'Israël, il en va de la sécurité des populations avoisinantes autour de Gaza, et même plus loin, puisque nous savons aujourd'hui que dans les plans que nous avons récupérés, parce qu'une partie de ce que nous menons aujourd'hui est également une bataille du renseignement. Nous avons, au cours de ces 3 derniers mois, réussi à, je crois qu'on parle de plus de 70 000 fichiers informatiques avec des centaines et des milliers de documents que nous avons réussi à récupérer, plus les témoignages des combattants du Hamas, des terroristes du Hamas que nous avons appréhendés, et plus l'activité de renseignement qui se fait au quotidien à l'intérieur de la bande de Gaza. Nous savons aujourd'hui que les localités avoisinantes de Gaza, les kibbutzim du sud, n'étaient que la première étape. Les commandos de ces terroristes qui sont rentrés le 7 octobre visaient bien plus profondément à l'intérieur d'Israël. Nous n'avons pas encore toutes les informations, mais nous savons qu'ils s'apprêtaient à essayer de porter l'offensive, y compris sur des localités beaucoup plus proches du centre du pays et des grandes infrastructures de notre pays. Donc nous savons que c'est un combat de survie. Nous ne pouvons pas nous permettre de terminer cette guerre sans que l'infrastructure, la capacité opérationnelle terroriste du Hamas n'ait été démantelée totalement.
Alors, Daniel Sada, vous avez dit que cette fois-ci, Israël est prêt à aller jusqu'au bout. Il y a eu, il y a quelques jours, l'élimination du numéro 2 du Hamas à Beyrouth, mais on croit savoir ou l'on sait qu'il y a également des responsables de cette organisation terroriste qui sont au Qatar, peut-être même en Turquie. Est-ce que vous pensez que dans l'état politique actuel, Israël pourrait mener une opération d'élimination dans ces pays? Je ne sais pas s'il y aura des opérations, s'il y aura des activités opérationnelles dans ces pays, mais je sais qu'ils sont notre cible parce qu'ils sont les responsables de ces atrocités qui ont été commises le 7 octobre et nous ne laisserons pas impuni ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais je sais que cela se passera. Alors, on l'a évoqué ce matin, il y a eu encore un attentat ce matin en Judée-Samarie. Est-ce que, il y a eu plusieurs opérations qui ont été menées par Tsahal, notamment à Jenin? Est-ce que vous craignez un embrasement dans cette région? Nous le craignons depuis 3 mois, Chaim. Nous le craignons depuis 3 mois. Nous savons que nous menons quasiment, je sais qu'on a beaucoup évoqué la crainte de voir un conflit multifront avec plusieurs fronts, mais cette crainte s'est déjà avérée puisque nous sommes dans cette situation depuis 3 mois. Nous sommes agressés au nord quotidiennement. Des milliers de roquettes et de missiles ont été tirés vers Israël depuis le territoire libanais dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale, je le signale au passage, il n'y a pas eu une seule intervention du Conseil de sécurité sur l'agression dont nous subissons à partir du territoire libanais, alors que l'ONU a donné en 2000 la confirmation qu'Israël est retiré de la frontière dite internationale. Il n'y a aucun contentieux avec le Liban, mais nous sommes agressés quotidiennement. Je ne suis plus l'arithmétique des bombardements, mais je crois que nous avons dépassé plus de 2000 bombardements en provenance du territoire libanais. Vous voyez que je n'ai pas encore cité le terme Hezbollah parce que je considère que toute agression qui vient du territoire libanais est de la responsabilité de l'État libanais et du gouvernement du Liban. Bien sûr, nous savons que c'est le Hezbollah qui est à l'origine de ces tirs, nous savons que c'est le Hezbollah qui cherche à attiser la situation, mais d'un point de vue, le diplomate que je suis ne peut pas oublier que la règle internationale est très simple. Lorsqu'il y a l'agression d'un pays à partir d'un territoire, le gouvernement de ces territoires porte la responsabilité. Et comme je le disais tout à l'heure, cela se fait dans l'indifférence la plus totale. Donc nous sommes déjà avec le front au nord, nous sommes avec ce front Cisjordanie en Judée-Samarie. Vous avez entièrement raison de le rappeler, puisque depuis 3 mois, cela avait commencé déjà avant. Mais je crois que votre question est intéressante parce qu'elle porte également, elle touche également au sujet que nous venons d'évoquer, à savoir qu'est-ce qui va se passer après, le jour d'après, ce célèbre jour d'après que nous ne cessons d'évoquer. Et nous savons ce qui doit se passer, ce qui doit ne plus être dans la bande de Gaza et ce qui doit être également en Cisjordanie. Et nous savons qu'en Judée-Samarie, ces infrastructures terroristes, qu'elles soient ou non reliées au Hamas, parce qu'il n'y a pas que le Hamas qui a établi des infrastructures dans ces grandes villes de Judée-Samarie, à Jenin, à Shrem, et à Ramallah, etc. Nous savons qu'il y a également d'autres organisations terroristes qui agissent, et nous savons que ce jour d'après, nous devrons arriver à une situation où la démilitarisation que j'évoquais tout à l'heure pour la bande de Gaza, parce il ne s'agit de rien d'autre. Il s'agit d'obtenir la démilitarisation qui, d'ailleurs, je le rappelle, était prévue dans les accords d'Oslo. Dans les accords d'Oslo, certains ne cessent d'évoquer, la démilitarisation de l'autorité palestinienne, qui à l'époque avait l'autorité sur la bande de Gaza et sur la plupart des grandes villes de Cisjordanie, était acquise. Eh bien, c'est cet objectif que nous devons obtenir le jour d'après.
Alors, Daniel Sada, on va revenir sur la situation dans le nord d'Israël et donc à la frontière avec le Liban. On voudrait comprendre à quoi joue l'Iran à travers son intermédiaire majeur, le Hezbollah. Et puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, quelque chose de très comment dirais-je, politiquement correct, c'est quand une attaque vient d'un pays, seul pays est responsable. Ou le Liban accepte d'avoir le Hezbollah comme son armée principale dans le sud d'Israël et à ce moment-là, il pourrait subir les conséquences, ou bien alors il ne l'accepte pas et il lui demande au moins de se retirer selon la résolution de l'ONU de 1701. La question qui se pose aujourd'hui, c'est on s'est aperçu que depuis l'élimination d'Arouri, le Hezbollah est monté un petit peu d'un cran, notamment en attaquant une base militaire à Miron, et Israël a montré sa capacité à répondre immédiatement et de façon très forte, puisqu'il est allé le Tsahal est allé bombarder au-delà de 40 kilomètres à l'intérieur de l'État libanais. Comment vous voyez cette situation? Est-ce que ce n'est simplement que des provocations des uns et des autres, notamment du Hezbollah, et une réponse très forte d'Israël pour montrer qu'il y a des capacités de réponse, ou bien alors est-ce qu'on pourrait éventuellement se développer, aller vers une situation régionalisation très importante du conflit? Alors, il y a beaucoup d'éléments dans la question que vous posez. Le jeu de l'Iran, c'est ce rôle que joue l'Iran depuis toujours, ce que nous n'avons cessé d'alerter, de mettre en garde. Vous vous souvenez des critiques que nous avions sur le célèbre accord de Vienne sur le nucléaire iranien, dans lequel nous évoquions non seulement la faiblesse de la réponse quant à la menace de la capacité nucléaire iranienne, mais également le fait que cet accord ne prenait absolument pas en compte les autres éléments de la menace iranienne, qui étaient les missiles balistiques, le développement de missiles balistiques, et ce qu'on appelle dans les chancelleries diplomatiques les capacités de nuisance régionale de l'Iran. Voilà, les capacités de nuisance régionale de l'Iran, c'est exactement ce que nous vivons, à savoir ces activités extrêmement bien menées, extrêmement bien orchestrées, pour que l'Iran soit aujourd'hui le maître de l'action et de l'instabilité au Moyen-Orient et au Proche-Orient, avec ces avant-postes qu'il a mis en place, le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthim au Yémen, les milices chiites en Irak, ce croissant chiite qui a été activé et qui aujourd'hui essaye de mettre en place cette activité de déstabilisation régionale. Deuxième élément dans la question que vous posez et qui est extrêmement important, c'est cette tentative de vérification de la capacité d'Israël à mener une guerre, à mener ce conflit sur plusieurs fronts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en avons toutes les capacités. Que les choses soient claires, nous sommes capables, nous avons tous les moyens pour pouvoir assurer notre sécurité au nord, au centre et dans la bande de Gaza. Nous continuerons nos activités pour démanteler le Hamas dans la bande de Gaza. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de questions qui se posent. L'objectif est clair, c'est vrai, c'est long, c'est difficile, nous apprenons, nous développons de nouvelles capacités. Le porte-parole de Tsahal hier a dit quelque chose de très intéressant. C'est le premier conflit que nous menons, et Dieu sait que nous en avons eu des conflits depuis la création de notre État. C'est le premier conflit que nous menons dans lequel il y a une symbiose, une synchronisation hors pair entre les forces aériennes et les forces terrestres. Il y a quelques semaines, d'ailleurs quelques jours, il y avait à la télévision israélienne une interview d'un père et de son fils, le père pilote, le fils fantassin, qui échangeait par radio, parce que c'est comme ça que cela se passe. Nous avons tiré une leçon exceptionnelle au niveau opérationnel de cette capacité d'intégrer les interventions à la fois des forces aériennes et à la fois des forces terrestres. Et je le rappelle aussi pour quelque chose d'extrêmement important, non seulement pour nous permettre d'obtenir nos objectifs, mais également, on ne le répète pas suffisamment, pour préserver les pertes civiles du côté palestinien. Préserver les pertes civiles. Vous savez que c'est une affirmation extrêmement difficile
Mais nombre de soldats que nous avons perdus sont la conséquence de notre volonté de mettre tout ce qui est possible pour respecter le droit international et pour préserver les pertes civiles du côté palestinien. Donc, oui, nous avons cette capacité à pouvoir mener les trois fronts, à pouvoir mener sur tous ceux qui lèvent la main sur Israël, à pouvoir nous défendre. Et je crois que le troisième élément important qui était dans votre question, c'est l'objectif que nous cherchons à obtenir. Nous devons avoir, on répète tout à l'heure, je le disais, dans les chancelleries, on a l'habitude de répéter cette phrase que j'entends depuis plus de 30 ans que je suis diplomate, Israël a le droit de vivre dans des frontières sûres et reconnues. Il faut que nos frontières soient sûres. Il est temps que les chancelleries qui répètent, qui déclament inlassablement cette formule, mettent les moyens en œuvre pour que cette formule ne soit pas vide de sens. Il faut que la frontière nord soit sûre et reconnue. Il faut que la frontière avec la bande de Gaza soit sûre et reconnue. Il faut que les populations qui vivent dans les localités avoisinantes de ces frontières ne puissent plus risquer non seulement leur vie, mais risquer je n'ai même pas de terme quand on sait les atrocités qui ont été commises. Quelle population civile, quel être humain au monde accepterait de prendre le risque de vivre le risque de ces atrocités, de cette barbarie sans nom qui a été commise le 7 octobre? Alors, Daniel, Sada, vous avez parlé de frontières sûres et reconnues. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le pays qui met le paquet pour que Israël puisse vivre en sécurité, c'est bien les États-Unis qui ont envoyé des bateaux, des troupes, qui attaquent des drones qui partent du Yémen, qui essaient de préserver la mer Rouge. Et en même temps, Anthony Blinken est actuellement dans la région pour une nouvelle tournée. Au fond, ça veut dire que tous ceux qui disaient que les États-Unis s'étaient retirés du Moyen et du Proche-Orient se sont trompés et que plus que jamais, les États-Unis sont derrière Israël. Oui, vous avez entièrement raison, c'est un démenti cinglant à tous ceux qui, y compris dans notre gouvernement, y compris dans notre Parlement, y compris dans notre société, évoquaient une démission américaine, un désintérêt, voire une hostilité, hein, on l'a entendu malheureusement. Depuis le 7 octobre, les États-Unis, le président Biden ont montré, ont prouvé cet attachement. Quand on parle de cette relation stratégique avec les États-Unis, elle n'est pas vide de sens, elle a énormément de contenu. Et nous voyons depuis le 7 octobre cet engagement pratiquement, je dirais presque sans précédent. Ce n'est pas nouveau, les États-Unis nous ont soutenus pendant nos précédents conflits. Je rappelle le pont aérien qui avait été mis en place par le gouvernement Nixon au moment de la guerre de Kippour, qui avait permis notamment l'acheminement de pièces de rechange extrêmement importantes pour les blindés israéliens, qui avaient permis de remporter sur les deux fronts, puisqu'on était déjà à l'époque sur une scène multifront, que ce soit sur le plateau du Golan ou que ce soit dans le désert du Sinaï. C'était ces pièces détachées qui nous manquaient cruellement et qui ont permis à Israël de remporter la victoire que nous savons en 73. Donc il y a des précédents, mais depuis le 7 octobre, il y a quelque chose de plus, me semble-t-il. Il ne s'agit pas simplement de cette aide géopolitique et stratégique, il ne s'agit pas simplement de cet acheminement de matériel, de cette présence que vous avez évoquée, qui est elle aussi sans précédent, de ces porte-avions américains qui croisent au large de nos côtes, de la volonté de l'aide américaine pour essayer d'amenuiser d'amoindrir, pardon, autant que possible les menaces qui viennent du Yémen notamment, mais il y a au-delà un engagement sans faille de l'actuelle administration américaine pour permettre à Israël de livrer cette bataille, de lui donner non seulement un bouclier stratégique, mais également un bouclier politique et diplomatique, notamment au sein des Nations Unies, puisqu'on a vu que les États-Unis ont déjà utilisé à 2 reprises leur veto pour empêcher des résolutions anti-israéliennes. Donc il y a, je crois, vraiment ici un engagement absolument sans faille de la part des États-Unis d'Amérique. Alors, vous avez été ambassadeur d'Israël en France par intérim.
La question qui me vient bien sûr à l'idée, c'est l'attitude de la diplomatie française, l'attitude du président Macron, qui a été un petit peu, dont on a difficilement pu suivre le raisonnement, notamment au début, lors d'après sa visite à Jérusalem, après ces retournements de situation, puis ensuite Madame Colonna qui arrive en Israël et surtout parler de la violence des colons israéliens en Cisjordanie contre les Palestiniens. Et puis tenir ses engagements, c'est-à-dire de rapatrier des blessés, des enfants palestiniens blessés par Tsahal, ça a été fait. La coalition internationale n'a pas été faite, si peut-être peut-être en mer Rouge. Et puis on voit maintenant comment dirais-je, l'avertissement que donne Madame Colonna et la diplomatie française à l'Iran pour cesser justement ses activités, notamment à travers le Hezbollah. Comment vous analysez toute cette séquence qui a été un petit peu particulière et difficilement, j'allais dire, traçable, en tout cas sur le plan diplomatique? D'abord, je crois que les propos que le président a tenus lorsqu'il est venu en Israël et lorsqu'il a rencontré le président de l'autorité palestinienne à Ramallah sont extrêmement importants. Alors, vous avez raison de rappeler que depuis la mi-octobre, depuis le déplacement de la mi-octobre, il y a eu d'autres déclarations, non seulement du président, mais également d'autres responsables politiques français. Mais il ne faut pas oublier que ce qui a été dit ici, à Tel Aviv, à Jérusalem et à Ramallah, est extrêmement important. Moi, je retiens particulièrement ce que le président français a dit à Ramallah, en présence aux côtés du président de l'autorité palestinienne. Quant à la nécessité, et quand je parlais tout à l'heure de la leçon que nous devons tirer sur le jour d'après, je crois que ce 11 ou ce 12 octobre, je ne me souviens plus de la date exacte de la visite du président, ce jour-là, le président Macron a bien et clairement formulé ce qui devra se passer après le jour d'après, notamment sur la nécessité pour l'autorité palestinienne de tourner le dos définitivement à la violence, à l'incitation au terrorisme, à la haine, etc., etc. C'est la première fois, en tout cas de mon point de vue, c'est la première fois qu'un haut responsable français, et pas n'importe lequel, le président de la République, évoque de manière aussi claire l'ambiguïté de l'autorité palestinienne par rapport à la haine et à l'incitation au terrorisme. Donc, de mon point de vue, c'était une déclaration extrêmement importante et elle nous sera extrêmement utile pour ce jour d'après que nous évoquions tout à l'heure. Je crois qu'il y a un autre élément. Daniel Sada, permettez-moi de vous dire que ce jour d'après évoqué par le président Macron à Ramallah est extrêmement important, sauf qu'on ne peut pas faire un jour d'après si on demande un cessez-le-feu, un arrêt des combats. Vous avez raison, mais c'est le deuxième élément de la réponse que je voulais vous apporter qui va peut-être éclairer cette remarque. C'est que on ne peut pas, me semble-t-il, analyser la position française, mais aussi la position de beaucoup de pays européens, sans prendre en compte leur nécessité à ces pays à ménager, à prendre en compte leurs propres opinions publiques internes. Je crois que la politique étrangère de nombre de pays européens, et notamment de la France, doit être également analysée à l'aune de la politique interne, de la politique intérieure. Donc, que ce soit les déclarations d'une partie des partis politiques français ou que ce soit de la prise en compte des populations arabo-musulmanes qui se sont toutes engagées de manière extrêmement collective derrière, entre guillemets, la cause palestinienne. Donc, je crois que c'est cette liaison permanente, ce va-et-vient permanent entre les nécessités de politique intérieure et cette réelle politique au niveau international qui peut-être pourrait expliquer cette difficile traçabilité que vous évoquiez tout à l'heure sur la position française. Mais ce qui est important, c'est que le président de la République et la ministre des Affaires étrangères ont clairement désigné le coupable, à savoir l'Iran. Nous savons tous l'engagement français sur la question à la fois du nucléaire, mais aussi à la fois sur les autres périls que l'Iran représente aujourd'hui pour la région.
Merci Daniel Sada, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. On sait que vous êtes très sollicité. Merci en tout cas d'être parmi nous et de nous apporter cette excellente analyse du conflit, notamment au niveau sur le plan de la guerre et sur le plan de la diplomatie. Nous vous souhaitons une bonne semaine et peut-être aussi, allez, on va dire une bonne année. À bientôt, bonne année et Shavua Tov, bonne semaine à tout le Shabbat monde. tov à vous, bonne année, à bientôt. Voilà, une petite pause musicale et ensuite nous reviendrons en plateau pour accueillir notre deuxième invité, Dror Even Sapir, analyste politique à i24 News, une chaîne que l'on connaît très bien et avec lequel nous allons revenir sur la situation interne en Israël avec cette petite cacophonie. On en reviendra avec lui. Une petite pause musicale.
Mhm. Oui, oui. Bah, écoute, le problème, c'est que là, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était encore dans l'autobus, qu'il va essayer. Là, je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il était prêt. Je vais l'appeler en direct pour savoir. Sinon, on va, je sais pas, on va faire. Voilà, il arrive, voilà, il est bon. On y va, on y va. Oui, oui, on y va. Allô? Oui, Allô? oui, bonjour. Oui, bonjour. On va prendre. On lance. Voilà, nous revenons en plateau avec notre invité, Dror Eben Sapir, éditorialiste à i24 News, avec lequel nous allons revenir sur la situation interne en Israël, la situation politique et géopolitique intérieure, parce que c'est de la géopolitique maintenant. Bonjour Dror Eben Sapir. Bonjour. Alors, Dror Eben Sapir, qu'on a la chance d'avoir en vidéo, parce que tout à l'heure, c'était un peu plus compliqué. Merci en tout cas d'avoir répondre à notre invitation. Hier, il y a eu une mise au point par vidéo du Premier ministre Benjamin Netanyahou, expliquant qu'Israël était toujours en guerre et qu'il fallait arrêter de parler à tort et à travers, c'est ce qu'il disait, notamment en parlant de cette cacophonie qu'il y en a eu toute la semaine et c'est discordance au niveau du cabinet de sécurité. Est-ce qu'il a convaincu l'opinion ou bien c'était juste une manière de dire c'est moi le Premier ministre? Alors, il n'y a pas eu encore de sondage. Et donc, depuis cet épisode assez regrettable de cette réunion du cabinet de sécurité, vous savez, pour que les auditeurs comprennent bien la manière dont les choses se passent depuis que la guerre a éclaté au niveau gouvernemental. Vous avez le gouvernement avec une pléthore de ministres. Vous avez le cabinet restreint traditionnel avec moins de ministres, mais tout de même, ils sont assez nombreux. Et le cabinet de guerre qui est un forum encore plus restreint dans lequel siège Netanyahou, bien évidemment, le ministre de la Défense, Gallant, les deux ministres centristes, deux anciens chefs d'état-major, Gantz et Eisenkot, et le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, qui est un proche de Netanyahou. C'est ce cabinet de guerre qui gère véritablement le conflit depuis 7 octobre. En fait, bien après le 7 octobre, à peu près deux semaines après ou trois, Gantz et Eisenkot nous rejoint. Et puis vous avez le cabinet restreint, qui n'est pas si restreint que ça, dans lequel siègent des représentants de toutes les composantes de la coalition. Et ce qui s'est passé dans cette réunion, qui en principe le contenu de cette réunion aurait dû rester secret, mais il a fuité, pour utiliser l'expression en vogue dans les milieux journalistiques, eh bien, il y a eu une véritable foire d'empoigne entre un certain nombre de ministres et les représentants de l'armée, au premier rang desquels le chef d'état-major Herzi Halevi, deux des ministres Likoud, Miri Regev et David Amsalem, qui en principe d'ailleurs n'appartient pas, ne fait pas partie du cabinet restreint, s'en sont pris à Herzi Halevi, le chef d'état-major. Ils ont été rejoints par les deux leaders des partis d'extrême droite, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, ont pris la défense de l'échelon militaire, le ministre de la Défense, bien évidemment, Yoav Gallant, et le ministre Benny Gantz, et la polémique portait sur la volonté de l'armée israélienne d'établir une commission d'enquête interne, strictement militaire, pour faire toute la lumière sur les défaillances qui ont rendu possible les atrocités et les massacres du 7 octobre, les défaillances de l'armée qui n'ont pas pu empêcher ces événements d'avoir lieu le 7 octobre dernier. Les ministres qui s'en sont pris aux généraux, eh bien, leur ont reproché à la fois
le timing, le moment de l'établissement de cette commission d'enquête, puisque la guerre a encore lieu. Ils leur ont reproché également les personnalités qui ont été sélectionnées par l'armée pour enquêter sur les défaillances de l'armée. Un ancien chef d'état-major et ancien ministre, Shaoul Mofaz, un ancien chef des renseignements militaires, le général de réserve Aaron Ze'evi Farkash et d'autres généraux. Mais la particularité de Mofaz et de Ze'evi Farkash, et vous le voyez, la politique n'est jamais loin, c'est qu'ils sont considérés comme des opposants féroces au Likoud, à la réforme judiciaire promue par le Likoud et à Benyamin Netanyahou lui-même. Donc le ton a monté à tel point qu'un certain nombre de hauts gradés de l'armée ont quitté la réunion au beau milieu, ne pouvant plus supporter les invectives qu'on leur lançait. Et à un moment, Benyamin Netanyahou a décidé d'interrompre cette réunion qui devait, et c'est intéressant, qui devait en principe être consacrée en grande partie au jour d'après, c'est-à-dire au scénario qui pourrait être ce qu'Israël préconiserait pour faire en tout cas que les infrastructures du Hamas auront été démantelées. Oui, alors, Dror, bonjour. Au fond, si ça avait été une mauvaise histoire d'Astérix, on aurait dit ils sont fous ces Romains, parce que qu'il y ait cette foire d'empoigne pendant 3 heures avec les uns et les autres qui ont tout répété à la presse, ça donne vraiment une image lamentable. Mais au fond, est-ce que le véritable sujet, c'est un refus de certains politiques de reconnaître qu'il y a eu des défaillances de l'armée le 7 octobre, et en s'attaquant à des gens comme Mofaz, qui ont été proches d'Ariel Sharon, lequel Ariel Sharon a ordonné en 2005 l'évacuation de Gaza, et alors qu'on entend que Smotrich et Ben Gvir, eux, sont pour un retour de civils israéliens à Gaza, est-ce qu'au fond, tout ça, ça ne masque pas un gouvernement qui risque peut-être d'exploser? C'est bien possible, notamment entre l'aile centriste Benny Gantz, Gadi Eisenkot, le parti de Amachane Mamlachti, à savoir l'Union pour l'État, qui est un parti très proche de l'establishment militaire d'un côté, et de l'autre, l'extrême droite dirigée par Smotrich, Ben Gvir, deux personnalités qui n'ont absolument aucune expérience militaire, mais qui sont très vociférantes. Et on peut également ajouter à cela le jeu du Likoud et de Benyamin Netanyahou, donc on ne sait pas véritablement ce qu'il recherche, mais certains commentateurs, certains observateurs de la vie politique, eh bien, considèrent que d'une part, il était plutôt confortable du point de vue du Premier ministre d'éviter qu'il y ait un débat au sein du cabinet restreint sur le jour d'après, parce que ce débat aurait risqué d'aggraver les divisions au sein du gouvernement et de montrer d'une certaine manière qu'un éventuel retour de l'autorité palestinienne est difficilement évitable. Et de cela, il n'est pas question pour Benyamin Netanyahou, mais aussi peut-être, et c'est ce que disent en tout cas certains commentateurs, la volonté de Benyamin Netanyahou, qui n'est pas exprimée au grand jour, bien évidemment, de tenter de faire porter le chapeau uniquement à l'établissement militaire, de tenter de convaincre la société et la population israélienne en lui disant que les défaillances absolument monumentales du 7 octobre sont du fait de l'armée, en grande partie c'est vrai, mais uniquement du fait de l'armée, et que l'échelon politique, donc Benyamin Netanyahou lui-même, n'a rien à se reprocher, et que les renseignements militaires, le commandement militaire de la région sud sont les principaux responsables de cette effroyable défense, de cette effroyable défaillance qui a rendu possible les massacres perpétrés par le Hamas, et que en tant qu'échelon politique, eh bien, lui-même n'a rien à se reprocher. C'est une interprétation qui revient beaucoup dans la presse et dans les médias en Israël ce matin. Reste à savoir, et ça me ramène à la question de Serge tout à l'heure, dans quelle mesure les Israéliens peuvent être ou non convaincus, alors qu'on s'en prend tout de même à l'armée, qui reste une institution très respectée en Israël. Évidemment, son image de marque a été pour le moins écornée le 7 octobre, mais depuis, elle s'est un petit peu rattrapée. Vous savez, il n'y a pas de sondage depuis cette réunion du conseil du cabinet restreint. Mais les sondages précédents ont montré non seulement que le Likoud de Benyamin Netanyahou s'écroulait, mais que la proportion d'Israéliens désireux
de voir Benjamin Netanyahou se maintenir à la tête du gouvernement israélien après la guerre est de 15%. 15% seulement. Alors bien évidemment, ça signifie qu'un nombre très très important, puisque la majorité des Israéliens penchent à droite, un nombre très très important d'Israéliens de droite, électeurs de Likoud, ne veulent plus de Benjamin Netanyahou à la tête du gouvernement. En tout cas, pour la situation de l'après-guerre, peut-être pas pour maintenant dans les conditions actuelles. Alors, Dror, la question du jour d'après, on s'aperçoit que finalement le cabinet restreint ou le cabinet élargi n'a pas de stratégie bien établie. On entend partout des gens qui disent qu'il faut revenir à Gaza, la démilitarisation, l'armée qui doit rester, l'armée qui doit partir, une autorité palestinienne reconstruite. Tout ça fait que finalement, au niveau du dialogue diplomatique avec les États-Unis, ça devient compliqué. Et surtout quand on a deux ministres que vous avez évoqués tout à l'heure, Smotrich et Ben Gvir, qui eux, qu'on n'a pas entendu pendant les débuts de la guerre et pendant très longtemps, et là qui commence à voir que la guerre est entre les mains d'Israël et vraiment la main mise sur le Hamas, commence un petit peu à venir parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Alors on est un petit peu embêté parce qu'on comprend pas quelle est la stratégie d'Israël aujourd'hui quant au jour d'après. Est-ce que vous avez une analyse à nous donner aujourd'hui en l'état? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. La première, c'est qu'il y a déjà un officiel israélien, c'est le premier, enfin déjà, entre guillemets, puisqu'il s'est passé tout de même 3 mois depuis le début de la guerre, mais le premier officiel israélien à établir assez précisément un plan pour le jour d'après, c'est le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Et c'est pas un hasard. Le haut commandement de Tsahal lui a demandé, est désireux de savoir, en d'autres termes, pour quelle perspective il combat. Ce plan de Yoav Gallant, on peut le résumer assez brièvement et succinctement en 4 points. Premièrement, bien évidemment, et là il y a consensus là-dessus, l'armée israélienne se garde le droit d'agir comme bon lui semble dans la bande de Gaza, même après la guerre, pour lutter contre la menace terroriste qui ne sera de toute évidence pas totalement écartée. Ça, c'est une chose. Deuxième plan, une implication plus grande, une coopération israélo-égyptienne pour le contrôle des points de passage, une coopération étroite, parce que ce qui permet au Hamas, en grande partie, de se maintenir et de renouveler son arsenal, c'est le trafic d'armes sous la frontière israélo-égyptienne. Et dans ce contexte, donc, une coopération plus étroite, une prise de responsabilité peut-être plus grande de la part de l'Égypte contre ce trafic d'armes est tout à fait crucial. Troisième point, et ça c'est l'un des points les plus novateurs peut-être, l'établissement d'une force internationale dirigée peut-être par les États-Unis, composée de pays occidentaux et de pays arabes modérés, les Émirats, Bahreïn, des pays arabes qui entretiennent des relations avec Israël et qui pourraient financer la reconstruction de la bande de Gaza. Il y a beaucoup à faire et chapeauter en quelque sorte cette reconstruction. Quatrième point, pour la gestion de la vie quotidienne des quelques 2 200 000 Palestiniens qui habitent dans la bande de Gaza, eh bien, il est question de faire appel à des fonctionnaires de l'ancien gouvernement, donc du gouvernement du Hamas, mais dont, c'est ce que dit en tout cas le ministre de la Défense, les services de sécurité israéliens se seront assurés au préalable de leur non-affiliation au Hamas et aux groupes terroristes. Alors voilà le plan de Gallant. Vous remarquerez qu'il y a deux choses, deux concepts qui sont complètement absents. La réinstallation de localités israéliennes, de civils israéliens dans la bande de Gaza, ça c'est ce que veut la droite la plus radicale du gouvernement et les courants nationalistes religieux. Il n'en est pas question dans le plan Gallant. Et lui-même s'est exprimé contre cette cette option, tout comme Benjamin Netanyahou d'ailleurs. Deuxième absence de l'autorité palestinienne qui n'est mentionnée à aucun moment. Le problème, le paradoxe et la contradiction de ce plan, c'est qu'on voit mal les pays occidentaux et les pays arabes modérés, y compris les Émirats, participer à cette reconstruction et mettre la main au portefeuille s'ils n'obtiennent pas d'Israël de véritables concessions vis-à-vis des Palestiniens en général, et donc la remise sur pied de l'autorité palestinienne d'une manière ou d'une autre dans la bande de Gaza. Il y a là un angle mort de ce plan Gallant qui a tout de même le mérite d'exister parce que c'est le premier politicien, le premier responsable israélien à établir un plan pour le jour d'après, alors que Benjamin Netanyahou se garde bien de le faire pour des raisons à la fois politiques, parce qu'il ne veut pas froisser l'extrême droite de son gouvernement, et pour des raisons peut-être aussi idéologiques, parce qu'il craint une autorité palestinienne qui puisse reprendre le pouvoir dans la bande de Gaza serait une autorité palestinienne avec qui
bon gré, mal gré, on devrait négocier. Alors, Dror, nous avons évoqué en long et en large cette réunion de jeudi soir, mais on peut dire que les premiers jours de 2024 ont été pas très positifs pour Netanyahou, puisqu'il a été désavoué à 2 reprises par la Cour suprême. Vous l'aviez évoqué, seulement 15% des Israéliens lui font confiance. Et puis, le sondage qui a été publié vendredi par Maariv laisse apparaître que le Likoud serait balayé et que c'est Benny Gantz qui serait en capacité d'organiser une coalition. Il y a toujours cette menace de procès pour corruption, peut-être en février. Est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement que Benjamin Netanyahou, qui était arrivé pour la première fois au pouvoir il y a 28 ans, en 1996, c'est tout simplement quelqu'un d'usé? Alors, beaucoup d'Israéliens en sont persuadés. Il y a un Israélien qui est persuadé du contraire et il s'appelle Benjamin Netanyahou. Lui, tout porte à croire qu'il considère que non seulement il n'est pas usé, mais qu'il peut rebondir dans l'opinion publique israélienne, qu'il est tout à fait capable de redorer son blason, notamment si la guerre dans la bande de Gaza obtient des résultats tangibles, ce qui est le cas, mais pas totalement non plus. Par exemple, si les services israéliens parviennent, ou l'armée, à mettre la main sur les 4 responsables les plus importants du Hamas dans la bande de Gaza, Yerkes Sinoir, son frère Mohamed Daif et Issa, eh bien, dans ce cas-là, peut-être que Benjamin Netanyahou pourrait voir son blason redoré d'une certaine manière. Certains affirment également qu'il mise sur une extension de la guerre. C'est ce que pensent d'ailleurs certains responsables américains, que Benjamin Netanyahou miserait sur une extension de la guerre sur le front nord, de manière à rester au pouvoir encore davantage de temps, puisque les Israéliens ne peuvent pas concevoir qu'en temps de guerre, eh bien, le Premier ministre soit acculé à la démission. Et il faut bien comprendre que la majorité actuelle est encore au pouvoir en principe pour 4 ans, mais que les mouvements de contestation qui ont fait tant parler d'eux avant le déclenchement de la guerre pourraient bien, si la guerre arrive à une phase moins intense avec une démobilisation importante des réservistes, pourraient bien prendre une nouvelle ampleur. Beaucoup dépend également de l'attitude des centristes. Est-ce que Benny Gantz et Gadi Eisenkot vont rester au gouvernement ou non? S'ils le quittent, ils le quitteront à un moment. Il se pourrait également que l'extrême droite du gouvernement, Itamar Ben-Gvir, en fasse de même. Et là, il y aurait plus de majorité. On irait vers de nouvelles élections. Il y a un autre scénario qui est envisagé, c'est celui d'un gouvernement qui serait dirigé par une autre personnalité du Likoud dans le cadre de la Knesset actuelle, sans qu'il y ait besoin d'un retour aux urnes. Donc, ce serait un désaveu total pour Benjamin Netanyahou, et ce qui nécessiterait qu'un nombre suffisant de députés Likoud ils fassent faux bond et se rassemblent derrière une autre personnalité. Ce n'est pas un scénario qui est totalement à écarter. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il semble peu probable, et bien évidemment, tout dépendra de la manière dont la guerre évoluera et la manière dont les Israéliens vont gérer ce traumatisme du 7 octobre et de quelle manière eh bien, ils continueront manifestement à en rendre responsable non seulement l'échelon militaire, mais également l'échelon politique. Alors, Dror, une dernière question justement sur l'avenir politique en Israël. On a vu que cette attaque du Hamas a été essentiellement ciblée aussi sur la jeunesse israélienne. À quand une nouvelle vague d'hommes politiques et de femmes politiques en Israël, des jeunes qui veulent s'investir et qui justement faire passer un petit peu les choses et aller vers une autre façon de voir la politique en Israël, dans un climat peut-être plus apaisé, avec une zone de Gaza démilitarisée, avec un avenir plus intéressant pour Israël par rapport à ces frontières-là? Oui, on peut effectivement le souhaiter. Il y a 2 événements majeurs qui sont 2 événements absolument d'une importance historique dans l'histoire du pays. C'est
d'une part, cette division de la société et cette réforme judiciaire et ce mouvement de contestation qui ont occupé les Israéliens des mois durant et qui a laissé des traces et qui va probablement favoriser l'émergence d'un autre leadership et surtout une plus grande implication de la jeunesse israélienne, en effet, dans la vie politique, dans la politique au sens le plus large du terme, et d'autre part, ce traumatisme du 7 octobre et cette volonté des Israéliens d'insister sur la thématique de l'unité. L'unité qui s'est fait jour dès le 7 octobre avec des initiatives absolument admirables de la société civile, toutes tendances politiques et religieuses confondues, pour soutenir non seulement l'effort de guerre, mais aussi pour soutenir les populations évacuées du sud et du nord du pays, pour soutenir les familles des otages, des captifs israéliens. Donc il y a deux traces qui sont laissées par ces événements. D'une part, cette volonté d'unité qui est très palpable, et d'autre part, cette volonté d'implication dans la vie politique et sociale dans une partie de la jeunesse israélienne. Donc tout cela va forcément, tôt ou tard, aboutir à une autre ère dans la vie politique et sociale israélienne. On ne sait pas véritablement, il est trop tôt pour le savoir, et je ne suis pas devin quels seront les principaux traits de cette nouvelle ère, mais sinon, en traumatismes qui ont jalonné l'histoire de l'État d'Israël et de la société israélienne, on peut penser, c'était il y a 50 ans, à la guerre du Kippour, qui a laissé de profondes traces et des traces traumatiques dans la population israélienne, et elle a abouti à un changement total dans la vie politique israélienne, puisque 3-4 ans après la guerre de Kippour, est arrivée au pouvoir pour la première fois en Israël la droite, avec Menachem Begin et le Likoud en 1977. Et c'était l'émergence d'un nouvel Israël, très différent de celui marqué par l'establishment travailliste qui gouvernait le pays jusqu'au début et au milieu des années 70 du siècle dernier. Donc on peut effectivement s'attendre à ce qu'il y ait une nouvelle ère israélienne. À quoi ressemblera-t-elle? Là, vraiment, c'est un peu tôt pour le dire, mais on peut espérer que ce traumatisme soit tout de même géré dans les meilleures conditions possibles. Alors, merci Dror, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation dans des conditions un peu particulières, puisque vous n'étiez pas en studio, et donc c'était quand même une performance pour vous, de parler tout en marchant. C'était extraordinaire. Merci en tout cas à vous. Vous êtes en pleine forme, ça va, ça fait plaisir. Merci bien, à bientôt. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et plein de bonnes choses pour Israël aussi. Et en tout cas, merci de votre analyse toujours aussi pertinente. Je vous souhaite un Shavua Tov. Shavua Tov. À bientôt sur les ondes de Kol Aviv. À bientôt. Et nous, à bientôt, on vous verra sur i24 News, que je recommande à nos auditeurs pour suivre l'actualité israélienne. Chaim? Oui, je suis avec vous. Oh, je croyais que vous étiez parti. Non, je n'étais pas en train de prendre le tram avec Dror, je vous rassure. Voilà, Dror a pris le tram, nous a montré un petit peu Tel Aviv, il nous a fait visiter Tel Aviv, c'était extraordinaire, il fait relativement beau à Tel Aviv, c'est agréable, alors que nous sommes vraiment dans l'hiver, Je sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être qu'à Paris ça doit être encore pire. Chaim, peut-être, oui. Allez, on va parler sérieusement, peut-être faire un peu le point de ce qui a été dit aujourd'hui par Daniel, par Dror, faire le point, d'avoir un petit peu votre avis d'analyste aussi de notre radio Kol Aviv. Mais écoutez, tout d'abord, je pense que ce que Daniel Saada est très important. Il parle de la capacité militaire opérationnelle de Tsahal de gagner la guerre. C'est extrêmement important parce que bien évidemment, il y a eu ce choc, ce traumatisme, cette surprise du 7 octobre, mais Tsahal reste Tsahal et donc est en capacité, il a dit, de mener la guerre sur plusieurs fronts. Et alors bien sûr, je dirais que la priorité absolue, c'est Gaza. La priorité absolue, c'est d'obtenir
la libération des otages, et on sait que vraiment Israël, l'armée, ses services de renseignement font tout le maximum, mais en même temps, le fait que Israël ait pu tuer il y a 3 jours le numéro 2 du Hamas, que hier a été annoncé l'élimination du commandant qui avait été responsable du massacre du kibbutz Be'eri, de son adjoint, c'est très important parce que le kibbutz Be'eri, c'est un kibbutz qui a été fondé en 1946, qui est le plus grand de la région, qui avait avant, j'ai envie de dire, 1200 personnes, où il y a eu à peu près 200 terroristes qui sont arrivés le 7 octobre, et d'avoir retrouvé, d'avoir ciblé de façon chirurgicale cet assassin et son adjoint, c'est aussi des signes qui sont envoyés au Hamas en leur disant, voyez, Israël est capable, Israël a la force. Et puis je crois que ce qu'on a beaucoup entendu aussi du côté de Daniel Sada, c'est que Israël n'a pas peur de l'Iran. Israël n'a pas peur de l'Iran et de ses marionnettes au sud, au nord et à l'est. Et moi, ce qui me semble très important, c'est vraiment de saluer, je dirais, le sens politique, l'amitié de Joe Biden, du président Joe Biden, parce que je me souviens que beaucoup disaient on n'aura jamais à la tête des États-Unis quelqu'un d'aussi proche, quelqu'un d'aussi amical que Donald Trump, qui a fait transférer l'ambassade à Jérusalem, qui a reconnu la souveraineté d'Israël sur le Golan. Et là, je dirais, pour reprendre une formule, que non seulement les États-Unis sont de retour, mais les États-Unis n'ont jamais quitté Israël. Et j'aurais adoré, Serge, que la France et l'Europe soient dans ce même format de soutien à Israël. Alors c'est vrai que pour la France, on avait du mal à comprendre et on a essayé d'avoir une explication avec un ancien diplomate, donc l'ancien ambassadeur d'Israël en France par intérim, Daniel Sada, mais la problématique, c'est que on n'a pas très bien compris les séquences, mais il faut savoir que la France est quand même engagée, notamment en mer Rouge, dans cette coalition contre pour la circulation, la libre circulation des bateaux de marchandises et donc de gérer les problèmes des Houthis. Et aussi dans le Nord, où il y a eu quand même cette déclaration de Madame Colonna qui a été assez ferme vis-à-vis de l'Iran. On a l'impression que la France prend des mesures assez strictes vis-à-vis de cette histoire, parce qu'ils comprennent bien que c'est l'Iran qui gère la problématique du Nord et qui joue, comme vous avez dit tout à l'heure, Raïm, avec les petites marionnettes. Bon, il faut savoir que, comme vous l'avez dit aussi, Israël a montré ses capacités vraiment extraordinaires de gérer la problématique du Hezbollah, quel que soit le scénario. Donc, on voit bien que Israël a toutes les capacités. Après, il y a ce jour d'après qu'on n'arrive pas à bien comprendre. On n'arrive pas à bien comprendre parce que ce jour d'après ne pourra pas se faire. En tout cas, est-ce que c'est Israël qui va déterminer la problématique du jour d'après, ou bien alors est-ce que les États-Unis, l'Europe, certains pays arabes modérés pourraient peut-être imposer quelque chose à Israël? C'est toute la problématique, parce que Israël devrait prendre, à mon avis, le leadership de cette histoire, parce que sinon on va lui imposer des choses pas très agréables. Comment pensez-vous, Raïm? Oui, vous avez tout à fait raison. Alors le problème est de savoir à qui peut-on faire confiance. Alors, bien sûr, l'autorité palestinienne est faible et lâche. Il n'est pas question, bien sûr, de travailler avec les survivants des organisations terroristes. Mais vous voyez, Serge, il y a quelque chose que j'observe qui est très intéressant. C'est que, comme vous le savez, comme les auditeurs le savent, Israël a signé avec un certain nombre de pays arabes les accords d'Abraham.
Et à part ce qu'on a vu à Rabat, qui était une manifestation, ce que j'observe, c'est que aucun de ces pays n'a rappelé son ambassadeur en Israël, aucun n'a rompu les relations diplomatiques. Donc je me dis que peut-être ces pays qui sont en paix avec Israël, en ajoutant bien sûr l'Égypte, vous savez qu'aujourd'hui il doit y avoir une discussion entre des responsables du Hamas et les Égyptiens, eh bien, peut-être que c'est de ce côté-là qu'arriverait, disons, une certaine garantie, avec bien sûr le soutien, l'encadrement américain. Vous n'avez pas parlé de l'Arabie Saoudite, qui n'a pas été très agressive, en tout cas dans ses déclarations, dans sa volonté d'aller au-delà sur Israël, dans sa capacité de gestion de la bande de Gaza. La situation, l'Arabie Saoudite ne s'implique pas véritablement. On dirait qu'ils sont dans une situation d'attente justement par rapport à la réalité du terrain qui va sortir en tout cas. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que tout le monde avait le sentiment qu'avant le 7 octobre, on était très très proche d'un accord, d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, et que peut-être l'une des raisons pour lesquelles le Hamas a décidé, bien sûr, avec les ordres de Téhéran, de lancer cette opération meurtrière le 7 octobre, c'était justement pour empêcher cet accord. Mais ce que l'on peut penser, c'est que l'Arabie Saoudite, eh ben, physiquement, géographiquement, politiquement, idéologiquement, elle est proche des Émirats arabes unis et d'autres pays qui ont signé les accords d'Abraham, et que on peut penser que d'une façon que je qualifierais de passive ou dormante, eh bien, l'Arabie Saoudite eh bien, elle continue à être, je dirais, dans une forme de dialogue avec Israël. Donc moi, je reste optimiste pour le jour d'après. Alors le jour d'après, c'était aussi la situation qu'on avait, enfin ce qu'on avait voulu évoquer avec Dror Even Sapir, notamment avec ce jour d'après. Ce jour d'après, on l'a voulu le développer sur deux thèmes. Le premier thème, c'est le jour d'après de la situation à Gaza, comment les Israéliens, donc on avait dit tout à l'heure, voient ce jour d'après. Il y a bien entendu ce rapport du ministre de la Défense Galante. Et ensuite, le jour d'après, nous, on a voulu évoquer ce jour d'après de nouvelles figures, en tout cas, de nouvelles figures politiques israéliennes, cette jeunesse israélienne, est-ce qu'elle va s'investir dans la politique et justement prendre un peu le pouvoir, parce que c'est elle qui est en première ligne à Gaza, c'est elle qui est en première ligne au nord d'Israël, c'est elle qui tombe à Gaza, et je pense, à mon avis, que c'est elle qui est tombée aussi à la Raf Party. Je pense qu'ils ont leur mot à dire, et je crois qu'il faut à tout prix que cette nouvelle génération, et qu'il y ait une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques. Quel est votre avis, même si Dror a essayé de nous expliquer ça tout en nous disant que, bon, après, on peut pas être devin. Oui, oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, pour que l'on puisse s'engager en politique, ben, il faut que la guerre soit terminée et il faut qu'on soit Oui, tout à démobilisé. fait. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a 300 000 Israéliens qui sont à la guerre et que ceux qui n'y sont pas, eh bien, ils forment une magnifique chaîne de solidarité. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un rejet de Benjamin Netanyahou. Bon, déjà, on l'avait observé tout le long de 2023 dans une grande partie de l'opinion publique, y compris certains de ses anciens supporters, à propos de cette volonté de vouloir réformer la justice, qui, pour certains, pouvait masquer le fait qu'était sa peur de comparaître devant les tribunaux pour corruption et d'être jugé. Alors, le problème est le suivant, c'est que vous connaissez, Serge, très très bien le système politique israélien. Euh, pour le moment, on ne voit pas, je dirais, de jeunes
qui s'implique. On va peut-être passer par ce que j'appellerais une situation de transition et l'homme qui apparaît comme étant le plus crédible pour l'opinion publique israélienne, quel que soit l'âge, c'est Benny Gantz. Alors Benny Gantz, il faut quand même le situer parce qu'il a une expérience militaire. C'est lui qui, sous Ehud Barak, était chargé du Sud-Liban et qui a procédé en 2000 à l'évacuation du Sud-Liban. Il a été le chef de l'état-major, donc il a une expérience militaire, il a été ministre de la Défense. Là, il a rejoint Oui, c'est le... surtout ce courage politique de rejoindre Voilà, le cabinet de sécurité. voilà, ce que par exemple Yair Lapid, Non, bien sûr. Victor Lieberman ont refusé. Donc, si Bien vous sûr. voulez, à la fois, il pourra apparaître comme l'homme qui a pris ses responsabilités, qui, nonobstant ses propres orientations politiques, a dit la priorité absolue, c'est de défendre le pays, et donc qui est rentré dans le gouvernement, et qui, suivant tous les sondages, je citais tout à l'heure le sondage de Maariv, son propre parti aurait 36 sièges si aujourd'hui avaient lieu les élections, et il est absolument presque certain qu'avec, je dirais, ce qu'il a fait, ce qu'il représente, il apparaîtra comme l'homme sécuritaire qui est capable peut-être de rassembler le pays. Alors peut-être qu'on passera par une phase où ce sera lui qui va succéder. Moi, ce que je pense, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dror. Je pense que de la même façon, il a très bien dit que en 77, 4 ans après la guerre de Kippour, le Parti travailliste a été balayé et pour la première fois, Menachem Begin, le Likoud sont arrivés au pouvoir. Là, il est possible qu'il y ait un effet de boomerang et que après les défaillances du 7 octobre, le Likoud soit balayé et que les Israéliens aient envie d'autre chose. Et l'autre chose, ce n'est plus la gauche, qui n'existe plus en Israël, ça peut être Benny Gantz qui apparaît comme quelqu'un qui est centriste, qui est modéré et qui a l'expérience militaire. Allez, on va faire une petite pause musicale et ensuite on essaiera de retrouver notre prochain invité, Carole Shisha Waknin, avec laquelle nous parlons de quelque chose de très douloureux, bien sûr. Voilà, l'émission étant en direct, nous n'avons pas pu avoir Carole Shisha Waknin pour justement parler de cet événement douloureux, de la perte de son gendre qui est tombé à Gaza, un jeune major de 33 ans et père de 2 enfants. On voulait parler avec elle de cette résilience, cette capacité, et peut-être qu'elle est là, peut-être nous dire quelques mots en tout cas avant de clore notre émission. Carole Shisha Waknin, bonjour. Voilà, donc on a des problèmes vraiment de connexion, ce qui prouve bien que nous sommes en direct et que l'actualité est en tête. Voilà, elle est là. Bonjour Carole Shisha Waknin. Bonjour, vous m'entendez? Shalom, Boker Tov. Shalom, Boker Tov. Alors, on va être un peu court malheureusement parce que l'émission se termine à 10h25 heure de France, 11h25 heure d'Israël, donc nous avons quelques minutes à vous accorder pour parler d'un sujet extrêmement grave, celui de la perte de votre gendre à Gaza, qui est tombé à Gaza dans les combats. Le major Uriel Cohen, 33 ans, 2 enfants. Comment on peut imaginer, comment on peut réagir quand on apprend cette terrible nouvelle qui vient bouleverser une vie? Ben, c'est le monde qui s'écroule, c'est
C'est la vie qui bascule. On bascule. On bascule. Le temps d'un choc à la porte, d'un tchika badelet, ça veut dire on cogne à la porte. Voilà. C'est la vie qui bascule pour plusieurs familles, pour 3 familles, pour la famille du soldat, pour la famille des parents du soldat et pour les beaux-parents et les beaux-frères et les belles-sœurs. Voilà, tout le monde. Comment on surmonte un événement aussi douloureux, un événement, comme vous avez dit, qui bouleverse la vie et qui va changer le cours de la vie des gens? Comment on peut surmonter ça? On a eu des témoignages de parents parler de cette fierté de ces enfants qui ont donné leur vie pour l'État d'Israël, pour protéger l'État d'Israël, pour protéger justement leurs enfants même. Et je pense que la fierté, c'est très important, mais ça remplit pas le quotidien. Pour ma fille, en tout cas. Et le quotidien, c'est l'absence, c'est le trou, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est le manque. La fierté, c'est ce qui nous maintient la tête en dehors de l'eau. Mais il y a beaucoup de choses qui nous tirent vers le bas. C'est très complexe. On peut pas seulement dire c'est la fierté, il est mort et il a fait son choix parce qu'on l'a supplié, parce que ma fille, elle l'a supplié, elle lui a dit va à l'arrière, prends un autre rôle. Il n'a pas voulu, il a dit, il l'a écrit dans les WhatsApp, c'est un moment historique. Si chacun de nous se retire et va à l'arrière, qu'est-ce qui va advenir d'Israël? On ne peut pas se permettre ça, je ne me permettrai pas ça, je reste. Donc c'était un choix, il lui a dit, tu risques ta vie, et il a dit, je sais. Et il a dit, je préfère mourir au combat et que de rester à l'arrière. Et même, je préfère mourir que d'être blessée parce qu'elle me dit, maman, s'il était resté blessé, ça n'aurait pas été mieux. Je lui dis, rappelle-toi ce qu'il t'a dit. Il voulait pas être blessé. Bon, alors, la fierté, oui, on est fier. Oui, on sait pourquoi il est tombé. On sait qu'il est tombé pour nous, mais le prix est immense. Le prix est immense. Qui a envie qu'un jeune de 34 ans aille mourir pour que moi, je puisse vivre? Personne. Personne n'a envie de ça. Alors, c'est vrai, on est fier. C'est vrai, on est fier. Mais le prix est immense. Le prix est énorme. Vous avez parlé de cette conscience, en tout cas, d'un soldat qui décide de partir au combat, mais et qui ne veut pas faire en sorte que de rester à l'arrière parce qu'il a une famille, parce qu'il a des enfants, mais il va au combat parce qu'il sait pourquoi il part. Il sait justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il sait pourquoi il est là, et il sait pourquoi il est capable de donner sa vie, en tout cas, et qu'il risque sa vie, et quelquefois de la donner malheureusement. Oui, il l'a fait consciemment. Et la seule réponse qu'il avait à ma fille, c'est tu dois être forte. Tu dois être forte pour les petits, tu dois être forte pour moi, tu dois être forte pour tout le monde. Et, et c'est très difficile. C'est très difficile. C'est surhumain, je dirais. C'est surhumain. C'est très complexe. On est en plein dedans, c'est très frais. Il y a 2 semaines et demie. C'est, je sais pas, je sais pas, je sais pas, chaque jour qui passe, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur et ça continue, c'est tout le pays. Ça veut dire, tous les matins, on a d'autres soldats qui tombent et on a d'autres familles touchées. Et on a fini juste la Shiva de notre gendre que ma belle-fille, ma jeune belle-fille a perdu son frère la semaine d'après. Donc, mon fils, il a passé une semaine dans la tente avec nous pour son beau-frère. Puis après, il a passé une semaine juste après, le lendemain, de nouveau en enterrement et de nouveau une semaine pour un jeune Ephraim Yachman, 21 ans, Givati, tué au combat. Voilà. Des vies qui sont fauchées comme ça par des monstres à qui on n'a rien fait, parce qu'on ne peut même pas dire qu'on a. C'est pas des territoires conquis, puisqu'Israël n'est pas dans Gaza. Israël n'est pas dans Gaza. Israël est en dehors de Gaza. Ils sont venus, ils nous ont agressés sur notre territoire. Voilà. Ils veulent notre fin. Il faut bien qu'on se mette dans la tête qu'ils veulent
Ils veulent pas du peuple juif en Israël, quoi. C'est pas une histoire ni de territoire, ni de politique, ni rien. C'est la haine pure, la haine monstrueuse à laquelle Israël est confronté, et pas seulement à Gaza. Pas seulement à Gaza. S'ils avaient pu faire ça dans les territoires, Jérusalem, voilà, moi je suis croyante, et même si je suis en colère, je suis croyante, et je pense que Dieu nous a protégés. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Ils auraient pu attaquer à Jérusalem, ils auraient pu assassiner 3, 4, 5, 6 bâtiments entiers, rentrer jusqu'à ce que quelque chose se passe, quoi. Ça aurait pu être la même chose à Bethel ou n'importe où ils sont, voilà, où il y a de la haine pour la haine. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'en sais rien. J'en sais rien. Parce qu'ils sont là, ils sont des millions, et on est une toute petite quantité. Et je sais pas, je vous dis franchement, moi qui suis une fille super optimiste et avec beaucoup d'humour, ces derniers temps, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je dis franchement, je sais pas. On voit bien que Il y a la douleur 14 est ans, encore. et je me dis que dans 3-4 ans, c'est encore mon fils qui va aller ailleurs, se battre avec eux, mais où on va? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais pas. En tout cas, il faut espérer que cet épisode sera l'un des derniers, en tout cas pour Israël, dans une guerre, en tout cas, qui nous a été imposée par ces monstres. Vous y croyez que ça va être le dernier? J'espère. J'espère qu'on arrivera à une situation plus tranquille, en tout cas, grâce justement au courage et à l'abnégation des gens, de soldats comme Uriel ou comme tant d'autres qui ont donné leur vie. Je pense qu'il faut pas qu'ils ils ont donné leur vie pour rien, et que justement pour aller jusqu'au bout et gagner cette guerre, et justement pour qu'Israël soit vive en paix. Merci en tout cas. Pour ça, je voudrais transmettre un seul message. Pour ça, il faut qu'Israël soit le plus fort au monde. C'est notre seule chance. On doit être les plus forts. Et si on ne sera pas les plus forts, alors on va continuer à payer des prix trop chers. Il faut qu'ils aient peur de nous. Il faut qu'ils sachent qu'Israël, c'est la deuxième puissance mondiale. Sinon, on continuera à galérer ici. Et à bon entendeur, salut, juifs du monde entier. Ne me dites plus Israël est une start-up nation et n'a pas besoin d'aide. Israël doit être le pays le plus fort au monde après les États-Unis. Je ne vais pas me battre avec les États-Unis, mais on doit être inébranlable. Sinon, il n'y aura pas d'avenir. Ou il y aura un avenir ensanglanté sans arrêt. Il faut qu'ils aient peur de nous. Voilà, c'est tout. Merci Carole Chichawaknin de votre témoignage, un Merci témoignage à vous. bouleversant. Bon courage à vous, bon courage à votre fille, et que Dieu vous protège et vous amène la consolation. À vous aussi. Shavuatov, voilà. Notre émission est terminée. Merci Chaim, merci Joël à la technique, et n'oubliez pas de leur dire que même si nous ne vivons pas en Israël, nous ne pourrons plus jamais vivre sans Israël. À ciao, dans 15 jours.